c'est Linus de Linus Tech Tips et nous avons piraté le réseau téléphonique afin d'espionner son téléphone. C'est vraiment tordu, Derek. Je dormais mieux sans savoir ça. Nous avons intercepté ses appels téléphoniques et volé ses codes de vérification à 2 facteurs. C'est ton numéro, Linus. Oui, mais je n'ai rien reçu. Mon téléphone n'a même pas sonné. Nous n'avons ni touché à son téléphone, ni envoyé d'email ou message. Tout a été fait à distance. Et le pire, c'est que ça pourrait t'arriver à toi aussi. Je suis vraiment surpris que, sans vouloir t'offenser, tu aies réussi. Tu n'es pas forcément un génie du crime ou un hacker professionnel, En effet, mais voilà, un appareil qui a l'air normal, sans, vous savez, de problème évident. Et vous venez juste répondre à mon appel au lieu que je le reçoive. Juste quoi, comme sur commande? C'est juste une appli sur ton ordinateur ou quoi? Je ne sais même pas. mais avant d'expliquer comment nous avons fait tout ça, la première start-up de Steve Jobs et Steve Wozniak n'était pas Apple. Non, ils s'attaquaient à un autre problème, un où leur produit était en fait illégal. Dans les années 1970, les appels longue distance étaient très chers. Ajusté pour l'inflation, un appel de New York à Londres pouvait vous coûter 25 $ la minute. Alors, ces 2 entrepreneurs ont créé une petite boîte bleue. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle piratait le réseau téléphonique. Ils trompèrent la compagnie de téléphone pour passer des appels gratuits, entre autres. Nous étions jeunes et ce que nous avons appris, c'est que nous pouvions construire quelque chose nous-mêmes qui pouvait contrôler des milliards de dollars d'infrastructures dans le monde. Sans le blue boxing, il n'y aurait probablement jamais eu d'ordinateur Apple. Woz a dit que tu avais appelé le pape. Oui, on a appelé le pape. Woz a prétendu être Henry Kissinger. On a eu le numéro du Vatican, on a appelé le pape, et ils ont réveillé des gens dans la hiérarchie comme des cardinaux. Et ils ont vraiment envoyé quelqu'un pour réveiller le pape. Au final, on a éclaté de rire et ils ont compris que nous n'étions pas Henry Kissinger. Mais comment ont-ils pu faire tout ça avec une seule boîte électronique fabriquée à partir de pièces de Radio Shack? Jusqu'aux années 1920, la plupart des téléphones ne permettaient pas de composer de numéros. Lorsque votre téléphone était raccroché, environ 48 volts étaient envoyés depuis la centrale téléphonique jusqu'à votre appareil. Ensuite, lorsque vous souleviez le combiné, un circuit interne reliait le haut-parleur et le microphone, consommant de l'énergie, ce qui faisait chuter la tension à environ 10 volts. Et aux centrales téléphoniques, cette chute de tension allumait une ampoule, alertant l'opérateur, qui décrochait alors et vous demandait qui vous appelait. Boston. Sarah! Sarah, appelle-moi le Bluebird Diner. Et après avoir consulté un annuaire, il connectait un fil entre votre ligne et celle de votre ami. Connecter les appels à la main exigeait beaucoup de travail. Les opérateurs géraient des centaines de connexions par heure. En 1910, un commentateur a affirmé que le système téléphonique devrait bientôt employer toutes les femmes en âge de travailler comme opératrices. En 1950, il y en avait plus d'1 million rien qu'aux États-Unis. Pour réduire les coûts, les entreprises ont automatisé la connexion des appels, notamment avec le téléphone à cadran rotatif. Pour l'utiliser, placez votre doigt dans un trou numéroté, tournez-le jusqu'au bout, puis le cadran revient. Et à l'intérieur, un disque métallique avec des crans tourne. Chaque cran pousse 2 plaques métalliques en contact, complétant ainsi le circuit vers la centrale téléphonique. Le cadran envoie des impulsions pour chaque chiffre, par exemple 2 impulsions pour le 2. Pour le chiffre 3, il envoie 3 impulsions. Cela continue jusqu'à 10 impulsions pour le chiffre 0. C'est pourquoi le 0 se trouve à l'extrémité du cadran, au lieu d'être à côté du 1. Ces impulsions circulant sur la ligne téléphonique déterminent sa connexion et sont donc appelées signaux de contrôle. Mais plus la ligne de transmission était longue, plus sa capacité et sa résistance augmentaient. Et cela provoquait une distorsion des signaux d'entrée clairs, atténuant les variations de tension. Les impulsions ne pouvaient donc plus activer la commutation à la centrale. Bien que cela ne posait pas de problème pour les appels locaux, cela rendait l'automatisation des appels longue distance presque impossible. Toutes les lignes téléphoniques, y compris longue distance, étaient désormais conçues pour transmettre des sons entre 300 et 3400 Hz, la plage de la voix humaine. Pourquoi ne pas exploiter cette capacité intégrée pour envoyer des signaux de contrôle? Pour cela, les compagnies de téléphone ont introduit le téléphone à touche ou à clavier. Sur un clavier, des fréquences spécifiques étaient attribuées à l'axe horizontal et à l'axe vertical, de sorte que chaque touche pouvait être identifiée de manière unique par la combinaison de 2 tonalités.
En envoyant des signaux de contrôle dans la bande vocale, tous les réseaux téléphoniques pouvaient les recevoir avec leurs systèmes existants, indépendamment de la distance. Mais avec cette innovation, une opportunité s'est présentée pour Jobs et Wozniak d'en profiter. Lorsque vous passiez un appel longue distance, il était d'abord acheminé vers un nœud central. Ce nœud échangeait avec un nœud distant et vérifiait si la ligne était libre en détectant une tonalité de 2600 Hz des deux côtés. Alors Jobs et Wozniak ont exploité cela. D'abord, ils composaient un numéro vert, ce qui les connectait à un nœud local. Puis, ils envoyaient une tonalité de 2600 Hz dans la ligne téléphonique pour détourner le système. Cela trompait le nœud distant qui pensait que l'appel était déconnecté. Puis, il réémettait la tonalité de 2600 Hz. Mais Jobs et Woz étaient toujours en ligne. Quand ils cessaient de jouer la tonalité, le nœud distant pensait qu'un nouvel appel commençait. En envoyant une tonalité d'impulsion de clé, suivie du numéro de téléphone souhaité et en terminant par une tonalité de départ, il pouvait se connecter à n'importe quel numéro longue distance gratuitement, car le nœud d'origine croyait toujours qu'il était connecté à un numéro vert. Les faiblesses du système de signalisation étaient évidentes. Pour imiter la tonalité de 2600 Hz, certains utilisaient même un sifflet en plastique trouvé dans une boîte de céréales Cap'n Crunch. Il se trouvait simplement qu'il produisait cette fréquence. Les compagnies de téléphone ont dû créer un nouveau protocole de signalisation, optant pour une ligne numérique distincte pour transmettre les signaux de contrôle. De cette façon, personne ne pouvait contrôler le réseau en envoyant des tonalités sur la ligne vocale, car cela ne contrôlait plus la façon dont l'appel était connecté. Ce nouveau protocole s'appelait Système de signalisation numéro 7, ou SS7 pour faire court, et il est encore largement utilisé aujourd'hui. Mais il se peut qu'il ne soit pas aussi sécurisé que les gens le pensaient. Bonjour, je m'appelle Latifa Al Maktoum. La princesse Latifa de Dubaï a déclaré que son père, le cheikh Mohammed, l'avait gardée isolée dans le noir, battue et sédatée durant des années. Fin février 2018, son instructrice finlandaise d'arts martiaux, Tina, l'a aidé à s'évader. Ils se sont enfuis sur un yacht commandé par l'ex-officier du renseignement français Hervé Jobert et ont navigué 8 jours vers l'Inde. Latifa était pleine d'espoir, mais cela n'a pas duré. Tard dans la nuit du 4 mars, un bateau sombre envoyé par son père s'est approché. Des viseurs laser perçant la fumée alors que des agents montaient à bord du yacht, enlevant Latifa et la ramenant à Dubaï. Comment l'ont-ils retrouvé? Eh bien, le capitaine avait été la victime d'une attaque coordonnée SS7 visant à localiser sa position et, par extension, celle de la princesse. Et je vais vous montrer comment faire en utilisant exactement les mêmes étapes pour espionner mes amis. Avec leur permission, bien sûr. Voici Carsten Noll et Alexandre de Oliveira. Ce sont des spécialistes en cybersécurité qui m'aident à espionner Linus. Nous avons suivi 3 étapes pour l'espionner. Premièrement, il faut infiltrer SS7. Deuxièmement, gagner la confiance. Et troisièmement, attaquer. Bien sûr, la principale raison pour laquelle tout cela est possible, c'est la première étape. Lors de l'introduction de SS7 en 1980, les téléphones portables existaient à peine. Ils étaient si gros qu'on les utilisait surtout comme téléphones de voiture, mais cela a vite changé. Le nombre de téléphones portables dans le monde a explosé. L'itinérance est un cas d'usage majeur du SS7. Disons, Derek, tu viens me rendre visite ici. Ton téléphone essaierait de se connecter à un réseau étranger et ce réseau devrait alors contacter ton réseau d'origine en Australie en demandant « Est-ce un client valide? Êtes-vous prêt à payer les frais chez LNQ sur mon réseau ?» Toutes ces informations transitent par SS7. Pour fonctionner, les opérateurs télécoms doivent communiquer. Donc, la façon dont ils font cela, c'est en s'assurant qu'ils font partie du même club. Ils partagent leur appartenance au club en utilisant des adresses uniques pour identifier l'origine des demandes. SS7 est un réseau mondial, similaire à Internet. Il nécessite aussi un système d'adressage. Vous avez besoin d'identifier moi et toi. Sur Internet, nous utilisons des adresses IP. Sur SS7, nous utilisons ce qu'on appelle des titres globaux ou JT. Pour offrir une itinérance mondiale, les opérateurs télécoms signent souvent des accords avec 2 fournisseurs par pays, un principal et un de secours.
Les opérateurs télécoms n'acceptent généralement les messages que des titres globaux avec lesquels ils ont des accords. Le système est conçu comme un réseau fermé avec peu de barrières internes. Ceci est connu sous le nom d'approche du jardin clos. Donc ce système semble assez sécurisé. Et il l'était. Dans les années 80, lors du développement de SS7, le secteur des télécommunications était dominé par quelques grands opérateurs réputés. Ces opérateurs avaient des relations établies et un intérêt commun à maintenir l'intégrité du réseau. Mais 45 ans plus tard, le paysage a radicalement changé. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 opérateurs et 4500 réseaux, dont beaucoup ont besoin d'un accès SS7. Des opérateurs de réseaux virtuels aux services technologiques diffusant des notifications Uber Eats. Il y a tellement plus d'acteurs dans le jardin que tous ne sont pas dignes de confiance. Certaines de ces entreprises vendent des services à des tiers. Certaines peuvent être soudoyées, d'autres peuvent être piratées. Il y a donc probablement des milliers de façons d'accéder à SS7 avec un effort ou un coût raisonnable. De combien parle-t-on? Combien cela coûterait-il d'acheter un accès à SS7? Acheter une seule connexion à SS7 n'est pas si cher. On parle de quelques milliers de dollars par mois. Les gens qui vendent l'accès, je veux dire, pourquoi feraient-ils ça? Les gens vendent l'accès à SS7 pour une seule raison, l'argent. Grâce aux accords mondiaux entre fournisseurs, accéder à un GT de confiance donne accès à tous les GT partenaires. Nous avons même vu la facture d'une précieuse GT basée aux États-Unis, louée illégalement pour 13 000 $ par mois. Tu as acheté SS7? Je paye pour avoir accès à SS7, oui, et nous le faisons pour tester la sécurité de SS7. Donc, nous devons être dans une position similaire à celle de vrais hackers pour obtenir des résultats proches de la réalité. Première étape, infiltration de SS7 terminée. Maintenant, gagnez la confiance. Les hackers actuels tentent diverses actions après avoir franchi la barrière du jardin. Mais il vous faut plus qu'un accès à SS7 et un numéro de téléphone pour attaquer. Même un GT de confiance et le numéro de téléphone de la cible ne suffisent pas à l'identifier de manière unique. Non, il vous faut un élément de la carte SIM. L'élément clé d'un réseau mobile est un identifiant unique de 15 chiffres propre à la carte SIM. Ça s'appelle un identifiant d'abonné mobile international, ou IMSI en abrégé, et c'est très important. En gros, pour pouvoir collecter l'IMSI d'un abonné, nous lancerions certains des messages comme envoyer des informations de routine ou envoyer des informations de routine pour SM. Ces messages sont normalement utilisés pour collecter l'IMSI. Les réseaux ont des pare-feux qui bloquent les requêtes jugées suspectes. Obtenir un IMSI est crucial pour paraître digne de confiance. Passons donc à l'étape critique numéro 3, l'attaque. Tu veux essayer, juste pour voir? Tu peux faire quoi pour vérifier si ça marche? Par exemple, appeler quelqu'un ou envoyer un message? Bien sûr, je vais appeler ma femme. Normalement, elle répond. Oui, elle va probablement répondre. Bonjour. Bonjour Yvonne, c'est la voix de ton mari. Je voudrais te parler du paiement. D'accord, merci. Non, c'est moi. Elle t'a raccroché au nez? Oui, on a donc prouvé que le téléphone fonctionne normalement. Tu as des appels importants à venir? Je ne sais pas si je dirais que c'est important, mais je vais au sommet des créateurs ce soir. Et James de Hacksmith devait m'appeler quand on allait un peu faire des plans. Je reçois un appel en ce moment. Tu vas appeler? Non. Bonjour, ici Linus. Salut Linus, c'est James, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Plutôt bien, est-ce que je vais te voir au sommet YouTube? Oui, j'ai vraiment hâte. Et mec, qu'est-ce que je déteste les Mac. Je crois que c'est ton perso, tu ne peux pas jouer sur Mac. Linus, tu veux parler? J'aimerais parler, mais je n'ai jamais reçu l'appel. Donc... Quel numéro as-tu composé? 4473. C'est ton numéro, Linus? Oui, mais je n'ai pas compris. Le mien n'a même pas sonné. Je l'ai entendu via les haut-parleurs de mon ordinateur. Sûrement parce que c'est allé sur ton téléphone. C'est ça. Ou c'est allé sur ton ordinateur? Non, tout est bien arrivé chez moi. Donc James, je ne sais pas, tu as appelé Linus, mais c'est moi qui ai eu l'appel. Merci d'avoir participé à cette démonstration étrange. Il n'y a absolument rien ici qui indique que j'étais censé recevoir un appel.
Ouais, et je veux dire, le truc fou, c'est que c'est une carte SIM canadienne normale là-dedans. Donc en théorie, n'importe quelle carte SIM canadienne pourrait être vulnérable à une telle attaque. Ou quelqu'un compose votre numéro et ça ne vous parvient tout simplement pas. C'est un peu flippant, mais à un tout autre niveau. C'est exactement ça. Maintenant, je connais déjà le concept du SIM swapping, où tu utilises l'ingénierie sociale pour obtenir une carte SIM enregistrée sur le compte de quelqu'un d'autre. En fait, on s'est déjà fait voler des comptes de cette façon par le passé, mais dans ce cas, mon téléphone fonctionne toujours. Bonjour. Et la démo qu'on fait est vraiment hallucinante. En gros, ils ont demandé à Hacksmith de m'appeler. Mon téléphone n'a même pas sonné. Et à la place, Derek de Veritasium a décroché l'appel et a pu lui parler. Et Hacksmith n'avait aucune idée qu'il m'avait appelé. Et ensuite... Désolé, je suis avec Cindy. Oh, salut, Cindy. Oh, tu n'es pas sur haut-parleur. D'accord, passe juste le bonjour à Cindy de ma part. D'accord, au revoir. Alors, comment avons-nous pu prendre le contrôle du numéro de Linus comme ça? Quand tu ajoutes un numéro dans ton répertoire, tu ne mets souvent pas l'indicatif du pays. Mais ensuite, si tu es en itinérance, ce numéro de téléphone va se connecter à une personne complètement différente dans le pays où tu te trouves actuellement. Donc, il est en fait logique de passer outre le choix des gens concernant la personne qu'ils essaient d'appeler, parce qu'ils ne vont pas vérifier 3 fois à chaque fois si les contacts du répertoire ont bien les indicatifs de pays. C'est une fonction puissante. En faisant croire au réseau que le téléphone est en itinérance, nous pouvons rediriger le numéro appelé vers un numéro contrôlé par nous. Et donc, ce que j'ai fait à la fin, c'est que lorsque j'ai reçu ce message, j'ai renvoyé votre numéro que vous pouvez voir ici. C'était votre numéro basé aux États-Unis. Donc, même si vous étiez situé en Australie, j'ai quand même pu transférer l'appel vers vous sur votre numéro américain en Australie. C'est incroyable, tu essaies juste quelques fois et puis ça marche, non? Oui, ce n'est pas si simple, mais cette fois, c'était plutôt efficace. Alors, la question la plus importante que j'ai maintenant, c'est qu'as-tu eu besoin de me voler pour devenir moi? Peux-tu l'obtenir auprès de mon opérateur via l'ingénierie sociale? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais accidentellement divulguer, comme une capture d'écran de mon IMSI? Au plus simple, tout ce dont nous aurions besoin, c'est de ton numéro de téléphone. C'est tout. Tu pourrais même faire quelque chose où je pourrais agir comme intermédiaire, où je redirigerais l'appel vers moi. Mais je composerai aussi le vrai numéro pour te mettre en relation avec eux. Ensuite, je peux rester en ligne et enregistrer cet appel. Aïe. Mais ce n'est pas la seule attaque, on peut faire beaucoup plus avec SS7. Nous pouvons aussi intercepter les textos lors de nos attaques. Comme pour les appels, on peut tromper le réseau pour faire croire que la cible est en itinérance, redirigeant ainsi ces messages vers notre titre globaux. Nous pouvons ainsi voler les mots de passe à usage unique pour l'authentification à 2 facteurs. Ce type d'attaque fonctionne jusqu'à ce que l'abonné interagisse avec son réseau téléphonique, moment où le téléphone se reconnecte au bon GT. Mais il ne vous faut que quelques secondes pour pirater le compte de quelqu'un. Bien sûr, vous avez besoin de cette fenêtre de quelques secondes pour recevoir le mot de passe à usage unique. Donc nous avons en fait créé une nouvelle chaîne YouTube pour Linus. D'accord. Donc, théoriquement, il pourrait obtenir ce nom d'utilisateur et ce mot de passe à cause d'une fuite, car j'utilise les mêmes identifiants sur plusieurs comptes, ou il pourrait installer un enregistreur de frappe sur mon système et ainsi l'obtenir quand je le tape. Du coup, je vérifie mon numéro, mais évidemment, il l'a déjà, parce qu'en vrai, ce n'est pas si compliqué à trouver. Et théoriquement, je suis censé recevoir un code à 2 facteurs maintenant, sauf que... Et je l'ai reçu. 820299. J'y suis. Il est dedans, il a piraté le système central, incroyable! Ouais, on pourrait pirater ton compte YouTube. Je vais publier des vidéos scientifiques sur Linus Tech Tips. Oh, ça va. Je suis sûr qu'elles feront 30 millions de vues ou plus, donc ça me va. Merci pour l'AdSense. Marché conclu. Tu pouvais voir le code là. Exact, donc vous pouviez le voir en bas, 20299. Donc, en gros, une fois que l'interception est lancée, je recevrai tous les services de messages courts envoyés. Il n'aurait jamais su que ces messages lui avaient échappé ou été interceptés. Exact. Waouh, ouais, ça a l'air plutôt sérieux. Je veux dire, l'authentification à 2 facteurs par SMS, c'est presque devenu la norme, non?
Malheureusement, oui, ce n'est pas seulement la norme, mais dans certains cas, c'est la seule option disponible. Et parfois, cela peut même concerner des comptes qui devraient être traités avec le plus grand soin, comme un compte bancaire. Une troisième méthode d'attaque existe, mais nous n'avons pas pu la montrer à Linus car son réseau a bloqué les requêtes. Sur plusieurs réseaux, le numéro IMC et les infos du centre de commutation récupérées à l'étape 2 permettent d'envoyer une commande plus loin dans le réseau. En ciblant le centre de commutation où l'appareil avec l'IMC est connecté, nous pouvons émettre une commande couramment utilisée pour le routage, le transfert d'appels ou les services d'urgence selon la localisation de l'appareil. Cette requête permet de suivre la localisation d'une cible, ce qui n'est pas aussi difficile qu'on le croit. SS-Sept localise sans utiliser le GPS. En fait, cela a été inventé avant même que le GPS ne soit utilisé par le public. Une façon de faire cela, c'est que si une cible se trouve à portée de plusieurs antennes relais, sa position peut être réduite à l'endroit où les signaux se chevauchent. Plus il y a d'antennes relais proches, plus la localisation est précise. Une méthode plus précise consiste à mesurer le temps que mettent les signaux à atteindre un téléphone depuis 3 antennes relais. En calculant la distance en fonction de la vitesse de transmission, nous pouvons déterminer un emplacement exact sur un plan en 2 dimensions. Mais les attaques SS-Sept n'utilisent aucune de ces méthodes. Elles essaient d'être subtiles. Une demande SS-Sept identifie juste l'antenne relais connectée à la cible. En zone urbaine avec beaucoup d'antennes, cela peut les localiser à moins de 100 mètres. Vous saurez dans quel pâté de maison se trouve quelqu'un. Par exemple, si vous voulez savoir s'ils sont chez eux ou au travail, c'est un excellent moyen. Oui, c'est un peu effrayant. En 2016, Karsten et son équipe ont utilisé cette méthode pour suivre le membre du Congrès américain Ted Lieu. Le député était en Californie, plus précisément dans la région de Los Angeles. On va zoomer un peu ici. Voici comment nous l'avons fait. Nous avons exécuté 3 étapes. Nous avons infiltré SS-Sept, gagné leur confiance et attaqué. Nous avons intercepté les appels et messages de Linus. Je doute qu'il ait été aussi enthousiaste que moi. C'est pour ça qu'on n'a jamais de trucs sympas. Jusqu'ici, ce n'était que du divertissement. J'ai montré ces attaques à un ami. Mais les menaces sont réelles et elles peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Ils vont la tuer, a écrit le capitaine peu avant l'enlèvement de Latifa. Son téléphone a subi une attaque SS-Sept en 3 étapes déjà évoquées. Les attaquants avaient d'abord loué plusieurs GT dans divers pays. Ensuite, tout cela s'est produit en 5 minutes. Ils ont d'abord envoyé au moins 7 requêtes pour obtenir l'IMSI du capitaine auprès de son opérateur américain. Quand cela n'a pas semblé fonctionner, ils ont enchaîné avec au moins 4 demandes de localisation. Alors, est-ce que ça a marché ? Toutes ces requêtes ont été bloquées par des pare-feux, d'où tous les détails que nous avons. Mais il y avait un 6e GT que nous n'avons pas montré. Celui-ci tout près, aux États-Unis. Nous n'avons aucune information sur les requêtes concernant ce GT parce qu'elles n'ont probablement pas été bloquées. Nous avons parlé avec Crofton Black, le journaliste d'investigation qui a révélé les exploits de SS-Sept dans cette histoire, et voici ce qu'il nous a dit. C'est un excellent exemple de l'implication de SS-Sept, car cela illustre un schéma d'attaque classique et sophistiqué. Plusieurs titres globaux dans divers pays illustrent bien les risques de pénétration en télécommunications. Cependant, comme les Émirats utilisaient également d'autres logiciels comme Pegasus et d'autres équipements comme des avions spotter, on ne peut pas dire qu'un seul de ces éléments a permis de la retrouver. Mais les preuves sont accablantes, et SS-Sept est assez largement utilisé. Des criminels ont utilisé SS-Sept pour intercepter des SMS, des codes d'authentification à 2 facteurs et vider des millions de dollars de comptes bancaires. Pour certains, SS-Sept n'est que la première étape. Le groupe NSO, société israélienne de cybersurveillance tristement célèbre, a racheté SS-Sept en 2014. NSO est la société à l'origine de Pegasus, un logiciel espion qui accède entièrement au téléphone ciblé sans action de l'utilisateur, s'installe et efface toute trace d'intrusion. Ces attaques sans clic coûtent cher, parfois plus de 4 millions de dollars par exploit. Avant de mobiliser des ressources pour cibler des logiciels ou failles sur un téléphone, NSO collecte d'abord des informations de base comme le type d'appareil et la version logicielle pour faciliter son travail. Comme vous l'avez vu avec SS-Sept, ce n'est pas difficile. Un expert à qui nous avons parlé a testé un réseau étranger et a découvert que 20 à 30 VIP étaient constamment sous surveillance là-bas, y compris le chef de la cybersécurité du pays. Il est difficile d'obtenir des données précises, mais un autre expert a prouvé qu'il y a plus de 2,5 millions de tentatives de suivi chaque année.
Ils nous ont rappelé que les personnes ciblées intéressent généralement les agences gouvernementales. Nous n'avons pas trouvé de données sur les interceptions, mais des experts affirment que c'est bien plus rare. Ainsi, des millions de requêtes SS7 malveillantes sont envoyées chaque année, mais c'était encore pire auparavant. Pour demander une localisation via SS7, il suffisait autrefois d'envoyer une commande sans même connaître l'IMSI, et le réseau vous la fournissait simplement, sans poser de questions. L'exemple classique est la requête d'interrogation à tout moment, qui, comme son nom l'indique, est une commande plutôt inquiétante. Je ne crois pas qu'il y ait jamais de raison légitime pour qu'un réseau envoie sa commande à un autre réseau. Ils interrogent sur leurs clients. Carsten Knoll et son collègue en sécurité B.S. Sengel ont révélé ces vulnérabilités en 2014. La recherche sur le SS7, qui a été révélée en 2014, a été un signal d'alarme pour l'industrie. Beaucoup avaient entendu que le suivi et l'espionnage via SS7 étaient possibles, mais sans jamais voir de preuves concrètes. Et surtout, à quel point il est facile pour un groupe de hackers appelé Rectag, venant de Berlin, avec des moyens très amateurs, de réaliser n'importe quel type de piratage SS7 qu'ils souhaitent. Après leur conférence, tous les opérateurs télécoms allemands ont aussitôt refusé ces demandes. L'intégration permanente est la première commande SS7. Tout le monde a arrêté parce que cela a été beaucoup abusé et jamais utilisé de manière constructive. Mais il y a plus de 150 autres messages qui doivent également être arrêtés pour que SS7 soit complètement sécurisé. Alors, s'il y a tant de façons d'abuser de SS7, pourquoi ne l'avons-nous pas supprimé ? C'est la base des communications 2G et 3G. Que se passerait-il si on supprimait progressivement la 2G et la 3G ? Eh bien, cela a causé des problèmes. Depuis 2018, les voitures de l'Union européenne doivent avoir des boutons d'appel d'urgence activés en cas d'accident. Elles nécessitent une carte SIM. Pour économiser, savez-vous ce que choisissent les constructeurs auto ? Oui, des cartes SIM 2G et 3G utilisant SS7. Assurer la compatibilité avec les anciennes technologies est essentiel. Sinon, sans 4G, il ne reste rien. Mec, le nombre de fois où je suis en 3G, ce n'est pas rien, et je suis dans une grande zone urbaine. Ce qui est surprenant, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas encore eu de poussée mondiale pour remplacer le SS7 par l'une des deux versions plus récentes de cette technologie. La dernière, introduite avec la 5G, semble assez sécurisée, mais c'est désormais un problème de désavantage du premier arrivé. Donc, à cause des effets de réseau, vous ne retirez aucun avantage à adopter une technologie en tant que premier. Vous voulez être le dernier quand tout le monde est déjà connecté et ainsi profiter pleinement des avantages en rejoignant le club. Même si le protocole de signalisation 5G peut stopper totalement les attaques et que de nombreux réseaux utilisent la 5G pour acheminer les appels entre eux, SS7 reste toujours la norme de facto. Vous créez une énorme inertie, pour utiliser un terme qui correspond probablement plus à votre chaîne qu'à la mienne. Cela rend le passage à autre chose extrêmement difficile. Donc, à moins qu'il n'y ait de nouveaux événements majeurs qui remettent cela sur le devant de la scène publique, il pourrait encore falloir 10, 15, voire même 20 ans avant que les réseaux SS7 ne soient enfin désactivés. Ce qui est fou, c'est que nous avons exploité ces vulnérabilités. Et je ne suis qu'un YouTuber. J'ai reçu l'aide de chercheurs en sécurité, mais je suis surpris de la facilité de tout cela. Maintenant, imaginez si j'avais le soutien d'un gouvernement. C'est un vrai problème. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger ? Personnellement, tant que vous avez une carte SIM, il est difficile d'empêcher le suivi de localisation. Dans la mesure du possible, choisissez des alternatives à l'authentification à 2 facteurs par SMS, afin que les messages ne puissent pas être interceptés. Utilisez une application d'authentification ou des jetons matériels. Si vous redoutez les écoutes, privilégiez des appels chiffrés via Internet comme Signal ou WhatsApp. On nous a dit que c'est surtout pour des personnes d'intérêt. Cela devrait-il vraiment vous concerner ? SS7 constitue une grande intrusion dans la vie privée avec des millions de cas d'abus mensuels. La question de l'intrusion dans la vie privée comme problème individuel est presque philosophique, non ? Quelqu'un qui a grandi dans la tradition berlinoise du Chaos Computer Club, comme moi, croit fermement que la vie privée et la possibilité de se forger ses propres idées sans être observé sont des conditions indispensables à la démocratie. Mais beaucoup d'autres personnes diraient « rien à cacher, rien à craindre ».